Bonjour à toutes et à tous, ici Dini pour Vision Her. Aujourd'hui, je comptais enregistrer mon épisode d'une façon différente de d'ordinaire, puisque les épisodes précédents, j'avais un script préenregistré que je lisais et je trouve que c'était pas très naturel. Je ne sais pas si c'était un signe ou pas, mais cet épisode-là, je l'ai déjà enregistré en faisant comme d'habitude, en lisant mon script, etc. Et il se trouve que j'ai eu un souci avec mon logiciel, ce qui fait donc que j'ai perdu le fichier. En fait, j'ai perdu ce fichier-là et je me suis dit peut-être que c'est un signe de tenter d'enregistrer ce podcast mais sans lire un script pour que ça fasse davantage naturel. Voilà, donc c'est ce que je vais tenter aujourd'hui. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Si vous voyez aucun changement, pas de souci. Mais voilà, je vais essayer de faire ça. Ça sera peut-être plus dur au montage, mais je vais m'y tenter. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le second épisode qui va traiter des différents courants féministes. Donc la dernière fois, on avait abordé le féminisme libéral et aujourd'hui, on va s'attaquer au courant différentialiste, au féminisme différentialiste. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à noter le podcast. Et puis si vous êtes sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Enfin voilà, pour me donner de la force. Le féminisme différentialiste, il s'est construit en opposition au féminisme égalitariste. Donc féminisme égalitariste, c'est un petit peu ce qu'on avait vu le féminisme libéral, donc qui souhaite faire en sorte que les femmes et les hommes soient égaux, qu'il n'y a pas de différence et que les différences existantes peuvent être gommées. C'est en réaction à ces mouvements égalitaristes que le féminisme différentialiste est né, donc dans les années 70-80, et il va être théorisé par des penseuses comme Luce Irigaray, Julia Kristeva et Helen Sixtus. Donc concernant sa définition, en fait, le féminisme différentialiste, contrairement au féminisme égalitariste dont le féminisme libéral, et ben en fait c'est que tout simplement il y a des différences entre les hommes et les femmes. Ces différences elles sont naturelles, elles sont essentialisées. Ces différences elles sont biologiques, culturelles et psychologiques. Sauf que ces différences-là, elles doivent être valorisées. On ne doit pas penser que ces différences sont soit meilleures ou pires. Voilà. Donc par exemple, la douceur chez une femme n'est pas quelque chose de mieux ou quelque chose de moins bien que chez un homme, c'est juste une différence mais qui doit être valorisée. En ce sens, les femmes, elles vont avoir vraiment une expérience du monde, une façon d'être qui leur sont propres. Et en fait, le but, c'est pas du tout de chercher à calquer le modèle masculin pour atteindre l'égalité. Ce qui peut être par exemple le cas du féminisme libéral. Ce qui va être valorisé au sein de ce courant, ça va être tout ce qui va être maternité, les émotions et d'autres dimensions, comme j'ai dit, la douceur par exemple, qui sont jugées historiquement féminines. Globalement, les différences hommes et femmes ne sont pas une tare, mais elles sont davantage une richesse. Au niveau des principes de ce courant, ça va être beaucoup la valorisation des qualités traditionnellement associées aux femmes, donc tout ce qui est empathie, soins, les métiers typiquement du care. Il va avoir aussi la promotion de l'éthique féminine distincte, donc tout ce qui est, on va dire, encore une fois, tout ce qui est douceur, on va dire que c'est propre à la femme, et ben il faut promouvoir cette éthique entre guillemets féminine. On va célébrer aussi la maternité et le corps féminin. Et aussi, il va se développer une sororité en fait chez les féministes, puisque en fait les femmes elles partagent la même identité de genre en tant que femmes et elles vont subir les mêmes torts du fait de leur identité de femme qui se trouve dépréciée. Donc ce qui fait qu'elles sont entre guillemets toutes sœurs, ce qui permet de mobiliser cette sororité. Globalement, de ce qu'on peut retirer de ce courant, c'est qu'il y a une remise en cause de l'androcentrisme, puisqu'il y a cette mise en avant de la femme sous toutes ses formes. Donc malgré ces promesses, le féminisme différentialiste il va rencontrer différentes critiques. Déjà, il n'y a pas de prise en compte des différences entre les femmes. En fait, il y a une invisibilisation des difficultés que les femmes peuvent connaître liées à leur classe, l'origine ethnique, la sexualité.
Et ça, cette critique-là, elle a également été formulée pour le féminisme libéral dont on avait parlé la dernière fois. Parmi les missions qui incombent au féminisme différentialiste, notamment à travers cette mise en avant du corps féminin, ça pose certains problèmes, puisque en effet le corps féminin est mis en avant, mais surtout avec ses caractéristiques sexuelles primaires et secondaires, avec les caractéristiques en fait féminines biologiques. En ce sens, cela vient exclure de fait les personnes trans et non binaires, ce qui vient à l'encontre des récentes études de genre. Et c'est pourquoi Judith Butler, dans son ouvrage Gender Trouble, vient justement intégrer au féminisme cet aspect-là. Donc en fait, ça prouve bien qu'il y a un manque d'une approche intersectionnelle, parce que si les femmes, elles vivent pas les mêmes oppressions, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une essence féminine commune? Puisqu'en fait, il y a vraiment ça, ce mouvement-là de les femmes, on est toutes comme ça, les femmes, on est toutes comme ci, les femmes, on est toutes comme ça. Donc ce qui vient essentialiser en fait la femme. Et c'est pourquoi l'ouvrage de la marge au centre de 1984 écrit par Bell Hooks montre que en fait les différences de classe, de race et d'origine, elles sont fondamentales pour comprendre les oppressions vécues par les femmes. Parler d'une expérience féminine universelle, bah en fait c'est très 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 réducteur. Ensuite, concernant son essentialisme de la différence des sexes, c'est-à-dire de dire que bah, en fait les femmes elles sont toutes comme ci, les femmes elles sont toutes comme ça vient justement renforcer les stéréotypes de genre avec une vision très figée de ces derniers. Cette essentialisation, en fait, elle viendrait justifier des différences de traitement entre les deux sexes. Même si certaines différentialistes vont affirmer que la différence entre les sexes, elle signifie pas du tout une supériorité de l'un sur l'autre, il y a d'autres qui ont dérivé vers une vision où la féminité, elle est perçue comme moralement supérieure. Donc on va se dire oui, la femme, elle est plus pacifique, plus bienveillante, plus empathique, donc elle est moralement supérieure aux hommes. Le problème, c'est que ça va venir enfermer les femmes dans des rôles qui vont être socialement valorisés, mais qui vont être limitants. Par exemple, celui de la femme protectrice et bienveillante, tout ce qui est métier du care, ça on en avait déjà un peu abordé, mais les métiers du care qui sont très valorisés éthiquement, mais qui économiquement, financièrement sont bien moins rémunérateurs. Donc ça rejoint en fait les critiques faites aux approches care développées dans les années 1980. Vous avez l'ouvrage de Une voix différente et publié en 1982 de Carol Gilligan qui va souligner que mettre en avant l'éthique du soin comme spécifiquement féminin va renforcer la naturalisation de certains rôles sociaux. En fait, le fait de dire que effectivement les femmes sont faites pour ci, les femmes sont faites pour ça, et ben il va y avoir cette sorte de prophétie autoréalisatrice et effectivement les femmes vont avoir tendance à être dans cette mouvance-là. Cette essentialisation, en fait, elle est risquée, ne serait-ce que déjà au sein du mouvement différentialiste, mais aussi elle peut provoquer un risque de récupération par des discours conservateurs, parce qu'en fait, les antiféministes, les conservateurs vont s'appuyer sur cette idée de différence des sexes pour justifier justement le retour à des rôles genrés traditionnels. Il y a des figures publiques qui vont défendre l'idée que les femmes seraient naturellement plus aptes à s'occuper des enfants, et moins encline au rôle de pouvoir. Donc ce qui est assez enfermant et ce qui ne vient pas justement lutter contre cette idée de comprendre et de lutter contre ce rôle subordonné de la femme dans la société. Ce qui, je le rappelle, est la définition même du féminisme, c'est de lutter contre la place subordonnée de la femme dans la société. Donc CF, le tout premier épisode sur la définition du féminisme. Donc c'est assez intéressant parce que du coup le féminisme différentialiste, de par son essentialisation de la question de la femme, de la féminité, etc., nous permet de nous poser une question clé, c'est où placer la limite entre une valorisation des spécificités féminines et une justification des inégalités. Donc c'est comment faire valoir nos spécificités sans justifier les inégalités, globalement. Donc finalement, il y a une dernière critique qui est émise, c'est que le fait de dire que les choses sont comme ça prend pas en compte la construction sociale genrée, alors qu'il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes qui sont culturellement, socialement déterminées. Voilà, en fait, c'est pas que les femmes, elles sont nées comme ça et c'est tout, c'est que les genres, les sexes, en fait, ils se construisent selon des stéréotypes
de genre, et ça on le voit dès l'enfance, avec tout ce qui est par exemple, enfin la chose toute bête qui tend, j'ai l'impression, de plus en plus à s'estomper, mais les jouets bleus pour les garçons, les jouets roses pour les filles, tout ce qui est bricolage pour les hommes, tout ce qui est poupée pour les filles, donc le care, enfin voilà, donc ça viendrait, le courant différentialiste, le féminisme différentialiste viendrait en quelque sorte ne pas prendre en compte ce fait-là, voire nier son implication. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'explication du féminisme différentialiste, donc son histoire, sa définition, mais aussi ses critiques. Je vais vous mettre en barre d'informations les différents ouvrages qui traitent de la question, que ce soit des pro-féminisme différentialiste ou au contraire des ouvrages critiques de ce mouvement-là. Pour conclure, le féminisme différentialiste, il va jouer un rôle crucial dans la valorisation des spécificités féminines et il va reconnaître la richesse des expériences des femmes. Même s'il suscite des débats, ses apports ils ont enrichi la réflexion féministe et ça a contribué à une meilleure compréhension des dynamiques de genre dans la société. Comme je l'ai dit précédemment, le féminisme différentialiste, il pose une vraie question. Comment reconnaître nos spécificités sans tomber dans des schémas qui nous enferment ? Moi, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez en fait de ce mouvement féministe différentialiste. Est-ce que pour vous c'est possible de valoriser des différences sans tomber dans les stéréotypes ? Donc n'hésitez pas à prolonger le débat dans les commentaires, je serais très ravie de lire vos avis. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram, Spotify, YouTube et TikTok à @visionher ou @visionher2025. Et n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, le partager autour de vous. En attendant le prochain épisode, abordons encore une fois un nouveau courant féministe, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt, c'était Dini pour Vision Her.